Imaginez un homme, seul dans sa bibliothèque, une plume à la main, en train de lire un livre de mathématiques vieux de 16 siècles. Il s'arrête. Quelque chose l'illumine. Et dans la marge, il griffonne quelques lignes qui vont hanter les plus grands esprits de l'humanité pendant plus de 350 ans. Cet homme, c'est Pierre de Fermat. Et sa note, quelques mots à peine, est peut-être l'énigme la plus célèbre de toute l'histoire des mathématiques. Nous sommes aux alentours de 1637, en France. Fermat est juriste de profession, magistrat respecté, homme discret. Les mathématiques ne sont pour lui qu'un passe-temps, une passion privée qu'il cultive loin des académies et des salons savants. Mais ce passe-temps va laisser une trace indestructible. Ce soir-là, ou peut-être un après-midi d'automne, personne ne le sait vraiment. Fermat relit les arithmétiques du mathématicien grec Diophante. Il tombe sur un problème classique. Décomposer un carré en 2 carrés. Un carré parfait, comme 9 ou 16, peut s'écrire comme la somme de 2 autres carrés. C'est connu depuis l'Antiquité. Mais Fermat, lui, pense plus loin. Beaucoup plus loin. Il se demande, et si, au lieu de carrés, on prenait des cubes, ou des puissances encore plus grandes? Existe-t-il des nombres entiers capables de satisfaire cette relation pour des exposants supérieurs à 2? Sa réponse est brutale, définitive. Non. Jamais. Impossible. Et c'est là qu'il commet ce geste devenu légendaire. Il écrit dans la marge du livre, il affirme avoir découvert une démonstration véritablement remarquable de ce fait, mais la marge est trop étroite pour la contenir. 4 mots qui allaient empoisonner, fasciner et consumer des générations entières de mathématiciens. Fermat meurt en 1665. Ses notes, ses lettres, ses travaux sont publiés par son fils. Et cette annotation, parmi d'autres, commence à circuler dans le monde savant. D'abord comme une curiosité, puis comme un défi, puis comme une obsession collective. Car voilà le problème. Personne ne peut retrouver cette fameuse preuve. Personne ne peut même en construire une nouvelle. Les plus grands noms des mathématiques s'y frottent, les uns après les autres. Au XVIIIe siècle, Euler démontre que le théorème tient pour les cubes, le cas des exposants égaux à 3. Mais le cas général reste hors de portée. Au tournant du XIXe siècle, d'autres prennent le relais. Dirichlet et Legendre s'attaquent aux puissances de 5, Lamé à celles de 7. Sophie Germain développe des stratégies ingénieuses qui ouvrent de nouvelles pistes pour une infinité de cas. Chaque avancée semble pourtant ouvrir 10 nouvelles portes fermées à clé. On vérifie le théorème pour des milliers de cas particuliers. Des dizaines de milliers. Des millions à l'ère des ordinateurs. Il tient toujours. Il n'existe pas de contre-exemple. Mais une vérification, aussi exhaustive soit-elle, n'est pas une preuve. Et c'est précisément là que réside toute la différence et toute la beauté des mathématiques. Pendant plus de 3 siècles, le théorème de Fermat reste suspendu entre certitude intuitive et démonstration impossible. Une vérité que tout le monde pressent, que personne ne peut saisir. Alors une question commence à s'imposer, doucement, presque indécente. Et si Fermat lui-même s'était trompé? C'est là qu'entre en scène Andrew Wiles. La transition entre ces 2 histoires, l'une vieille de 3 siècles et demi, l'autre toute contemporaine, passe par une image simple. Un enfant anglais, 10 ans à peine, qui tombe sur un livre de vulgarisation consacré au problème. Il décide que c'est lui qui le résoudra. La plupart des enfants oublient ce genre de promesse. Wiles, lui, ne l'oublie pas. Des décennies plus tard, il est mathématicien à l'université de Princeton, aux États-Unis. Reconnu, respecté, solidement installé dans sa carrière. Et en 1986, quelque chose change. Un collègue lui annonce qu'un lien inattendu vient d'être établi. Si une certaine conjecture sur les courbes elliptiques est vraie, alors le théorème de Fermat l'est aussi. Wiles comprend immédiatement ce que cela signifie. C'est une porte entr'ouverte, peut-être la dernière. Il prend une décision radicale. Il va travailler en secret, sans publier, sans partager, sans conférence ni collaboration. Pendant 7 ans, il disparaît dans son bureau sous les combles de sa maison,
loin du bruit du monde académique. 7 années de silence mathématique absolu. Il explore un territoire immense et hostile, les courbes elliptiques, les formes modulaires, des structures abstraites développées bien après la mort de Fermat. Des outils que Fermat ne pouvait pas même imaginer, des concepts nés au XXe siècle, forgés par des dizaines de mathématiciens sur plusieurs générations. Et c'est précisément cela qui intrigue les historiens des mathématiques. Si la preuve de Wiles mobilise des ressources intellectuelles aussi récentes, aussi complexes, des ressources que Fermat n'avait tout simplement pas à sa disposition, alors que contenait vraiment cette fameuse annotation? La conclusion s'impose avec une logique froide. La démonstration que Fermat croyait tenir était presque certainement incomplète ou erronée. Il avait peut-être trouvé un raisonnement convaincant pour lui-même, un raisonnement qui semblait fonctionner, mais qui cachait une faille qu'il n'avait pas vue. Ce ne serait pas la première fois qu'un génie se trompe magnifiquement. En 1993, Wiles annonce sa preuve lors d'une série de conférences à Cambridge. La salle est électrisée. La nouvelle se répand comme une onde de choc à travers le monde mathématique. 356 ans après la note griffonnée dans ce livre de Diophante, le problème serait enfin résolu. Mais la vérification de la preuve révèle une faille, sérieuse. Wiles s'y consacre pendant encore plusieurs mois, au bord de l'abandon. Puis, un matin de septembre 1994, il voit comment la combler. Il décrira ce moment comme le plus beau de sa vie mathématique. Une lumière soudaine, inattendue, après des années d'obscurité. En 1995, la preuve complète est publiée. 129 pages denses, rigoureuses, définitives. Le théorème de Fermat est enfin démontré, et il reste, dans l'histoire des mathématiques, le dernier théorème de Fermat. C'est sous ce nom qu'il est connu, qu'il sera toujours connu. Wiles en a fourni la preuve. Fermat lui a donné son nom pour l'éternité. 358 ans séparent la note dans la marge de la dernière ligne de cette démonstration. Il reste pourtant une question que personne ne peut trancher. Une question qui flotte, légère et vertigineuse, au-dessus de toute cette histoire. Fermat savait-il vraiment? Avait-il entrevu une preuve réelle, une intuition fulgurante, que les outils de son époque ne lui permettaient pas de formaliser correctement? Ou s'est-il trompé avec une confiance absolue, emporté par l'enthousiasme d'une idée qui semblait juste? Nous ne le saurons jamais. La marge n'a jamais livré son secret. Et c'est peut-être ça, le vrai mystère. Pas le théorème lui-même, aujourd'hui démontré, scellé, inattaquable. Mais cet homme dans sa bibliothèque, sa plume, son sourire probable en refermant ce livre, persuadé d'avoir tenu entre ses mains quelque chose d'extraordinaire. Parfois, l'histoire des grandes découvertes n'est pas l'histoire de ceux qui ont raison. C'est l'histoire de ceux qui ont posé la bonne question.